Bonsoir, bienvenue sur la voie de Morgane. J'espère que vous allez bien. Je reprends tout de suite la lecture du château des Carpates de Jules Verne. Nous en sommes au chapitre 12. Je vous dis à tout à l'heure après la lecture. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Chapitre 12. Était-ce possible? La Stilla, que Franz de Télek ne croyait jamais revoir, venait de lui apparaître sur le terre-plein du bastion. Il n'avait pas été le jouet d'une illusion et Rotzko l'avait vu comme lui. C'était bien la grande artiste, vêtue de son costume d'Angelica, tel qu'elle s'était montrée au public à sa représentation d'adieu au théâtre San Carlo. L'effroyable vérité éclata aux yeux du jeune comte. Ainsi, cette femme adorée, celle qui allait devenir comtesse de Télek, était enfermée depuis 5 ans au milieu des montagnes transylvaines. Ainsi, celle que Franz avait vue tomber morte en scène avait survécu. Ainsi, tandis qu'on le rapportait mourant à son hôtel, le baron Rodolphe avait pu pénétrer chez la Stilla, l'enlever, l'entraîner dans ce château des Carpates, et ce n'était qu'un cercueil vide que toute la population avait suivi le lendemain au Campo Santo Nuovo de Naples. Tout cela paraissait incroyable, inadmissible, répulsif au bon sens. Cela tenait du prodige, cela était invraisemblable, et Franz aurait dû se le répéter jusqu'à l'obstination. Oui, mais un fait dominait. La Stilla avait été enlevée par le baron de Gortz, puisqu'elle était dans le bourg. Elle était vivante, puisqu'il venait de la voir au-dessus de cette muraille. Il y avait là une certitude absolue. Le jeune comte cherchait pourtant à se remettre du désordre de ses idées, qui, d'ailleurs, allaient se concentrer en une seule, arracher à Rodolphe de Gortz la Stilla, depuis 5 ans prisonnière au château des Carpates. Rotzko, dit Franz d'une voix haletante, écoute-moi, comprends-moi surtout, car il me semble que la raison va m'échapper. Mon maître, mon cher maître, à tout prix, il faut que j'arrive jusqu'à elle. Elle, ce soir même. Non, demain, ce soir, te dis-je. Elle est là, elle m'a vue comme je la voyais, elle m'attend. Eh bien, je vous suivrai. Non, j'irai seule. Oui. Mais comment pourrez-vous pénétrer dans le bourg puisque Nictec ne l'a pas pu? J'y entrerai, te dis-je. La poterne est fermée. Elle ne le sera pas pour moi. Je chercherai, je trouverai une brèche, j'y passerai. Vous ne voulez pas que je vous accompagne, mon maître, vous ne le voulez pas. Non, nous allons nous séparer, c'est en nous séparant que tu pourras me servir. Je vous attendrai donc ici? Non, Rotzko. Où irai-je alors? À Werst, ou plutôt non, pas à Werst, répondit Franz. Il est inutile que ces gens sachent. Descends au village de Vulcan où tu resteras cette nuit. Si tu ne me revois pas demain, quitte Vulcan dès le matin, c'est-à-dire, non, attends encore quelques heures, puis pars pour Karlsbourg. Là, tu préviendras le chef de la police, tu lui raconteras tout. Enfin, reviens avec tes agents, s'il le faut, que l'on donne l'assaut au bourg. Délivrez-la, ah ciel de Dieu, elle, vivante, au pouvoir de Rodolphe de Gortz. Et tandis que ces phrases entrecoupées étaient jetées par le jeune comte, Rotzko voyait la surexcitation de son maître s'accroître, se manifester par les sentiments désordonnés d'un homme qui ne se possède plus. « Va, Rotzko !» s'écria-t-il une dernière fois. « Vous le voulez? Je le veux. » Devant cette formelle injonction, Rotzko n'avait plus qu'à obéir.
D'ailleurs, Franz s'était éloigné et déjà l'ombre le dérobait au regard du soldat. Rotzko resta quelques instants à la même place, ne pouvant se décider à partir. Alors l'idée lui vint que les efforts de Franz seraient inutiles, qu'il ne parviendrait même pas à franchir l'enceinte, qu'il serait forcé de revenir au village de Vulcan, peut-être le lendemain, peut-être cette nuit. Tous deux iraient alors à Karlsburg, et ce que ni Franz ni le forestier n'avaient pu faire, on le ferait avec les agents de l'autorité. On aurait raison de ce Rodolphe de Gortz, on lui arracherait l'infortuné Stilla, on fouillerait ce bourg des Carpates, on n'en laisserait pas une pierre au besoin, quand tous les diables de l'enfer seraient réunis pour le défendre. Et Rotzko descendit les pentes du plateau d'Orgal afin de rejoindre la route du col de Vulcan. Cependant, en suivant le rebord de la contrescarpe, Franz avait déjà contourné le bastion d'angle qui la flanquait à gauche. Mille pensées se croisaient dans son esprit. Il n'y avait pas de doute maintenant sur la présence du baron de Gortz dans le bourg, puisque la Stilla y était séquestrée. Ce ne pouvait être que lui qui était là, la Stilla vivante. Mais comment Franz parviendrait-il jusqu'à elle? Comment arriverait-il à l'entraîner hors du château? Il ne savait, mais il fallait que ce fût, et cela serait. Les obstacles que n'avait pu vaincre Nictec, il les vaincrait. Ce n'était pas la curiosité qui le poussait au milieu de ces ruines, c'était la passion, c'était son amour pour cette femme qu'il retrouvait vivante. Oui, vivante, après avoir cru qu'elle était morte, et il l'arracherait à Rodolphe de Gortz. À la vérité, Franz s'était dit qu'il ne pourrait avoir accès que par la courtine du sud où s'ouvrait la poterne à laquelle aboutissait le pont-levis. Aussi, comprenant qu'il n'y avait pas à tenter d'escalader ces hautes murailles, continua-t-il de longer la crête du plateau d'Orgal dès qu'il eut tourné l'angle du bastion. De jour, cela n'eut point offert de difficulté. En pleine nuit, la lune n'étant pas encore levée, une nuit épaissie par ces brumes qui se condensent entre les montagnes, c'était plus que hasardeux. Au danger des faux pas, au danger d'une chute jusqu'au fond du fossé, se joignait celui de heurter les roches et d'en provoquer peut-être l'éboulement. Franz allait toujours, cependant, serrant aussi près que possible les zigzags de la contrescarpe, tâtant de la main et du pied, afin de s'assurer qu'il ne s'en éloignait pas. Soutenu par une force surhumaine, il se sentait en outre guidé par un extraordinaire instinct qui ne pouvait le tromper. Au-delà du bastion se développait la courtine du sud, celle avec laquelle le pont-levis établissait une communication lorsqu'il n'était pas relevé contre la poterne. À partir de ce bastion, les obstacles semblèrent se multiplier. Entre les énormes rocs qui hérissaient le plateau, suivre la contrescarpe n'était plus praticable et il fallait s'en éloigner. Que l'on se figure un homme cherchant à se reconnaître au milieu d'un champ de Carnac, dont les dolmens et les menhirs seraient disposés sans ordre, et pas un repère pour se diriger, pas une lueur dans la sombre nuit qui voilait jusqu'au faîte du donjon central. Franz allait pourtant, se hissant sur un bloc énorme qui lui fermait tout passage, là, rampant entre les roches, ses mains déchirées aux chardons et aux broussailles, sa tête effleurée par des couples d'orfraies qui s'enfuyaient en jetant leurs horribles cris de crécelle. Ah, pourquoi la cloche de la vieille chapelle ne sonnait-elle pas alors comme elle avait sonné pour Nictec et le docteur?
Pourquoi cette lumière intense qui les avait enveloppés ne s'allumait-elle pas au-dessus des créneaux du donjon? Il eût marché vers ce son, il eût marché vers cette lueur, comme le marin sur les sifflements d'une sirène d'alarme ou les éclats d'un phare. Non, rien que la profonde nuit limitant la portée de son regard à quelques pas. Cela dura près d'une heure. À la déclivité du sol qui se prononçait sur sa gauche, Franz sentait qu'il s'était égaré. Ou bien avait-il descendu plus bas que la poterne? Peut-être s'était-il avancé au-delà du pont-levis. Il s'arrêta, frappant du pied, se tordant les mains. De quel côté devait-il se diriger? Quelle rage le prit à la pensée qu'il serait obligé d'attendre le jour. Mais alors, il serait vu des gens du bourg. Il ne pourrait les surprendre. Rodolphe de Gordes se tiendrait sur ses gardes. C'était la nuit, c'était dès cette nuit même qu'il importait de pénétrer dans l'enceinte et Franz ne parvenait pas à s'orienter au milieu de ces ténèbres. Un cri lui échappa, un cri de désespoir. « Stilla !» s'écria-t-il. « Ma Stilla !» En était-il à penser que la prisonnière pût l'entendre, qu'elle pût lui répondre? Et pourtant, à 20 reprises, il jeta ce nom que lui renvoyèrent les échos du Pleusa. Soudain, les yeux de Franz furent impressionnés. Une lueur se glissait à travers l'ombre, une lueur assez vive, dont le foyer devait être placé à une certaine hauteur. Là est le bourg, là, se dit-il. Et vraiment, par la position qu'elle occupait, cette lueur ne pouvait venir que du donjon central. Étant donné sa surexcitation mentale, Franz n'hésita pas à croire que c'était la Stilla qui lui envoyait ce secours. Plus de doute, elle l'avait reconnu au moment où il l'apercevait lui-même sur le terre-plein du bastion. Et maintenant, c'était elle qui lui adressait ce signal. C'était elle qui lui indiquait la route à suivre pour arriver jusqu'à la poterne. Franz se dirigea vers cette lumière dont l'éclat s'accroissait à mesure qu'il s'en rapprochait. Comme il s'était porté trop à gauche sur le plateau d'Orgal, il fut obligé de remonter d'une vingtaine de pas à droite et, après quelques tâtonnements, il retrouva le rebord de la contrescarpe. La lumière brillait en face de lui et sa hauteur prouvait bien qu'elle venait de l'une des fenêtres du donjon. Franz allait ainsi se trouver en face des derniers obstacles, insurmontables peut-être. En effet, puisque la poterne était fermée, le pont-levis relevé, il faudrait qu'il se laissât glisser jusqu'au pied de la courtine. Puis, que ferait-il devant une muraille qui se dresserait à 50 pieds au-dessus de lui? Franz s'avança vers l'endroit où s'appuyait le pont-levis lorsque la poterne était ouverte. Le pont-levis était baissé. Sans même prendre le temps de réfléchir, Franz franchit le tablier branlant du pont et mit la main sur la porte. Cette porte s'ouvrit. Franz se précipita sous la voûte obscure, mais à peine avait-il marché quelques pas que le pont-levis se relevait avec fracas contre la poterne. Le comte Franz de Télek était prisonnier dans le château des Carpathes. Chapitre 13. Les gens du pays transylvain et les voyageurs qui remontent ou redescendent le col de Vulcan ne connaissent du château des Carpathes que son aspect extérieur. À la respectueuse distance où la crainte arrêtait les plus braves du village de Verst et des environs, il ne présente au regard que l'énorme amas de pierre d'un bourg en ruine. Mais à l'intérieur de l'enceinte, le bourg était-il si délabré qu'on devait le supposer? Non. À l'abri de ces murs solides,
Les bâtiments restés intacts de la vieille forteresse féodale auraient encore pu loger toute une garnison. Vastes salles voûtées, caves profondes, corridors multiples, cours dont l'empierrement disparaissait sous la haute lisse des herbes, réduits souterrains où n'arrivait jamais la lumière du jour, escaliers dérobés dans l'épaisseur des murs, casemates éclairées par les étroites meurtrières de la courtine, donjon central à 3 étages avec appartements suffisamment habitables, couronné d'une plateforme crénelée entre les diverses constructions de l'enceinte, d'interminables couloirs capricieusement enchevêtrés, montant jusqu'au terre-plein des bastions, descendant jusqu'aux entrailles de l'infrastructure, çà et là quelques citernes, où se recueillaient les eaux pluviales et dont l'excédent s'écoulait vers le torrent du Niad. Enfin, de longs tunnels, non bouchés comme on le croyait, et qui donnaient accès sur la route du col de Vulcan. Tel était l'ensemble de ce château des Carpates, dont le plan géométral offrait un système aussi compliqué que ceux des labyrinthes de Porséna, de Lemnos ou de Crète. Tel que Thésée, pour conquérir la fille de Minos, c'était aussi un sentiment intense, irrésistible, qui venait d'attirer le jeune comte à travers les infinis méandres de ce bourg. Y trouverait-il le fil d'Ariane qui servit à guider le héros grec? Franz n'avait eu qu'une pensée, pénétrer dans cette enceinte, et il y avait réussi. Peut-être aurait-il dû se faire cette réflexion, à savoir que le pont-levis, relevé jusqu'à ce jour, semblait s'être expressément rabattu pour lui livrer passage. Peut-être aurait-il dû s'inquiéter de ce que la poterne venait de se refermer brusquement derrière lui. Mais il n'y songeait même pas. Il était enfin dans ce château où Rodolphe de Gortz retenait la Stilla, et il sacrifierait sa vie pour arriver jusqu'à elle. La galerie dans laquelle Franz s'était élancé, large, haute, à voûte surbaissée, se trouvait plongée alors au milieu de la plus complète obscurité, et son dallage disjoint ne permettait pas d'y marcher d'un pied sûr. Franz se rapprocha de la paroi de gauche et il la suivit en s'appuyant sur un parement dont la surface salpêtrée s'effritait sous la main. Sous sa main. Il n'entendait aucun bruit, si ce n'est celui de ses pas qui provoquait des résonances lointaines. Un courant tiède, chargé d'un relent de vétusté, le poussait de dos comme si quelque appel d'air se fût fait à l'autre extrémité de cette galerie. Après avoir dépassé un pilier de pierre qui contrebutait le dernier angle à gauche, Franz se trouva à l'entrée d'un couloir sensiblement plus étroit. Rien qu'en étendant les bras, il en touchait le revêtement. Il s'avança ainsi, le corps penché, tâtonnant du pied et de la main, et cherchant à reconnaître si ce couloir suivait une direction rectiligne. À 200 pas environ à partir du pilier d'angle, Franz sentit que cette direction s'infléchissait vers la gauche pour prendre, 50 pas plus loin, un sens absolument contraire. Ce couloir revenait-il vers la courtine du bourg ou ne conduisait-il pas au pied du donjon? Franz essaya d'accélérer sa marche, mais à chaque instant, il était arrêté soit par un ressaut du sol contre lequel il se heurtait, soit par un angle brusque qui modifiait sa direction. De temps en temps, il rencontrait quelque ouverture, trouant la paroi qui desservait des ramifications latérales. Mais tout était obscur, insondable, et c'est en vain qu'il cherchait à s'orienter au sein de ce labyrinthe
véritable travail de taupe. Franz dut rebrousser chemin plusieurs fois, reconnaissant qu'il se fourvoyait dans des impasses. Ce qu'il avait à craindre, c'était qu'une trappe mal fermée cédât sous son pied et le précipitât au fond d'une oubliette dont il n'aurait pu se tirer. Aussi, lorsqu'il foulait quelques panneaux sonnant le creux, avait-il soin de se soutenir au mur, mais s'avançant toujours avec une ardeur qui ne lui laissait même pas le loisir de la réflexion. Toutefois, puisque Franz n'avait eu encore ni à monter ni à descendre, c'est qu'il se trouvait toujours au niveau des cours intérieures, ménagées entre les divers bâtiments de l'enceinte, et il y avait chance que ce couloir aboutît au donjon central, à la naissance même de l'escalier. Incontestablement, il devait exister un mode de communication plus direct entre la poterne et les bâtiments du bourg. Oui, et au temps où la famille de Gortz l'habitait, il n'était pas nécessaire de s'engager à travers ces interminables passages. Une seconde porte qui faisait face à la poterne, à l'opposé de la première galerie, s'ouvrait sur la place d'Armes, au milieu de laquelle s'élevait le donjon. Mais elle était condamnée, et Franz n'avait pas même pu en reconnaître la place. 1 heure s'était passée pendant que le jeune comte allait au hasard des détours, écoutant s'il n'entendait pas quelque bruit lointain, n'osant crier ce nom de la Stilla, que les échos auraient pu répercuter jusqu'aux étages du donjon. Il ne se décourageait point. Et il irait tant que la force ne lui manquerait pas, tant qu'un infranchissable obstacle ne l'obligerait pas à s'arrêter. Cependant, sans qu'il s'en rendît compte, Franz était exténué déjà. Depuis son départ de Werst, il n'avait rien mangé. Il souffrait de la faim et de la soif. Son pas n'était plus sûr, ses jambes fléchissaient. Au milieu de cet air humide et chaud qui traversait son vêtement, sa respiration était devenue haletante, son cœur battait précipitamment. Il devait être près de 9 heures lorsque Franz, en projetant son pied gauche, ne rencontra plus le sol. Il se baissa et sa main sentit une marche en contrepas, puis une seconde. Il y avait là un escalier. Cet escalier s'enfonçait dans les fondations du château, et peut-être n'avait-il pas d'issue. Franz n'hésita pas à le prendre et il en compta les marches, dont le développement suivait une direction oblique par rapport au couloir. 77 marches furent ainsi descendues pour atteindre un second boyau horizontal qui se perdait en de multiples et sombres détours. Franz marcha ainsi l'espace d'une demi-heure et, brisé de fatigue, il venait de s'arrêter lorsqu'un point lumineux apparut à 2 ou 3 centaines de pieds en avant. D'où provenait cette lueur? Était-ce simplement quelque phénomène naturel, l'hydrogène d'un feu follet qui se serait enflammé à cette profondeur? N'était-ce pas plutôt un falot porté par une des personnes qui habitaient le bourg? Serait-ce elle? Murmura Franz. Et il lui revint à la pensée qu'une lumière avait déjà paru, comme pour lui indiquer l'entrée du château lorsqu'il était égaré entre les roches du plateau d'Orgal. Si c'était la Stilla qui lui avait montré cette lumière à l'une des fenêtres du donjon, n'était-ce pas elle encore qui cherchait à le guider à travers les sinuosités de cette substruction? À peine maître de lui, Franz se courba et regarda, sans faire un mouvement. Une clarté diffuse plutôt qu'un point lumineuse paraissait emplir une sorte d'hypogée à l'extrémité du couloir. Hâter sa marche en rampant,
car ses jambes pouvaient à peine le soutenir. C'est à quoi se décida Franz. Et après avoir franchi une étroite ouverture, il tomba sur le seuil d'une crypte. Cette crypte, en bon état de conservation, haute d'une douzaine de pieds, se développait circulairement sur un diamètre à peu près égal. Les nervures de sa voûte, que portaient les chapiteaux de 8 piliers ventrus, rayonnaient vers une clé pendentive, au centre de laquelle était enchâssée une ampoule de verre pleine d'une lumière jaunâtre. En face de la porte, établie entre deux des piliers, il existait une autre porte qui était fermée et dont les gros clous rouillés à leur tête indiquaient la place où s'appliquait l'armature extérieure des verrous. Franz se redressa, se traîna jusqu'à cette seconde porte, chercha à en ébranler les lourds montants. Ses efforts furent inutiles. Quelques meubles délabrés garnissaient la crypte. Ici un lit, ou plutôt un grabat en vieux cœur de chêne, sur lequel étaient jetés différents objets de literie. Là, un escabeau au pied d'or, une table fixée au mur par des tenons de fer. Sur la table se trouvaient divers ustensiles au large broc rempli d'eau, un plat contenant un morceau de venaison froide, une grosse miche de pain semblable à du biscuit de mer. Dans un coin murmurait une vasque, alimentée par un filet liquide et dont le trop-plein s'écoulait par une berthe ménagée à la base de l'un des piliers. Ces dispositions préalablement prises n'indiquaient-elles pas qu'un hôte était attendu dans cette crypte, ou plutôt un prisonnier dans cette prison? Le prisonnier était-il donc Franz? Et avait-il été attiré par ruse? Dans le désarroi de ses pensées, Franz n'en eut pas même le soupçon. Épuisé par le besoin et la fatigue, il dévora les aliments déposés sur la table, et il se désaltéra avec le contenu du broc. Puis il se laissa tomber en travers de ce lit grossier où un repos de quelques minutes pouvait lui rendre un peu de ses forces. Mais lorsqu'il voulut rassembler ses idées, il lui sembla qu'elles s'échappaient comme une eau que sa main aurait voulu retenir. Devrait-il plutôt attendre le jour pour recommencer ses recherches? Sa volonté était-elle engourdie à ce point qu'il ne fut plus maître de ses actes? Non, se dit-il, je n'attendrai pas. Au donjon, il faut que j'arrive au donjon cette nuit même. Tout à coup, la clarté factice que versait l'ampoule encastrée à la clé de voûte s'éteignit et la crypte fut plongée dans une complète obscurité. Franz voulut se relever, il n'y parvint pas, et sa pensée s'endormit ou, pour mieux dire, s'arrêta brusquement, comme l'aiguille d'une horloge dont le ressort se casse. Ce fut un sommeil étrange, ou plutôt une torpeur accablante, un absolu anéantissement de l'être qui ne provenait pas de l'apaisement de l'esprit. Combien de temps avait duré ce sommeil? Franz ne sut le constater lorsqu'il se réveilla. Sa montre arrêtée ne lui indiquait plus l'heure, mais la crypte était baignée de nouveau d'une lumière artificielle. Franz s'éloigna hors de son lit, fit quelques pas du côté de la première porte. Elle était toujours ouverte. Vers la seconde porte, elle était toujours fermée. Il voulut réfléchir, et cela ne se fit pas sans peine. Si son corps était remis des fatigues de la veille, il se sentait la tête à la fois vide et pesante. « Combien de temps ai-je dormi ?» se demanda-t-il. « Fait-il nuit? Fait-il jour ?» À l'intérieur de la crypte, il n'y avait rien de changé, si ce n'est que la lumière avait été rétablie, la nourriture renouvelée, le broc rempli d'une eau claire.
Quelqu'un était-il donc entré pendant que Franz était plongé dans cet accablement torpide? On savait qu'il avait atteint les profondeurs du bourg. Il se trouvait au pouvoir du baron Rodolphe de Gortz. Était-il condamné à ne plus avoir aucune communication avec ses semblables? Ce n'était pas admissible et d'ailleurs il fuirait, puisqu'il pouvait encore le faire. Il retrouverait la galerie qui conduisait à la poterne. Il sortirait du château. Sorti. Il se souvint alors que la poterne s'était refermée derrière lui. Eh bien, il cherchera à gagner le mur d'enceinte et, par une des embrasures de la courtine, il essaierait de se glisser au dehors. Coûte que coûte, il fallait qu'avant 1 heure, il se fût échappé du bourg. Mais la Stilla, renoncerait-il à parvenir jusqu'à elle? Partirait-il sans l'avoir arrachée à Rodolphe de Gortz? Non, et ce dont il n'aurait pu venir à bout, il le ferait avec le concours des agents que Rotzko avait dû ramener de Karlsburg au village de Werst. On se précipiterait à l'assaut de la vieille enceinte. On fouillerait le bourg de fond en comble. Cette résolution prise, il s'agissait de la mettre à exécution sans perdre un instant. Franz se leva et il se dirigeait vers le couloir par lequel il était arrivé, lorsqu'une sorte de glissement se produisit derrière la seconde porte de la crypte. C'était certainement un bruit de pas qui se rapprochait, lentement. Franz vint placer son oreille contre le ventail de la porte et, retenant sa respiration, il écouta. Les pas semblaient se poser à intervalles réguliers, comme s'ils eussent monté d'une marche à une autre. Nul doute qu'il y eût là un second escalier qui reliait la crypte aux cours intérieures. Pour être prêt à tout événement, Franz tira de sa gaine le couteau qu'il portait à sa ceinture et l'émancha solidement dans sa main. Si c'était un des serviteur du baron de Gortz qui entrait, il se jetterait sur lui, il lui arracherait ses clés, il le mettrait hors d'état de le suivre, puis, s'élançant par cette nouvelle issue, il tenterait d'atteindre le donjon. Si c'était le baron Rodolphe de Gortz, et il reconnaîtrait bien l'homme qu'il avait aperçu au moment où la Stilla tombait sur la scène de San Carlo, et il le frapperait sans pitié. Cependant, les pas s'étaient arrêtés au palier qui formait le seuil extérieur. Franz, ne faisant pas un mouvement, attendait que la porte s'ouvrit. Elle ne s'ouvrit pas, et une voix d'une douceur infinie arriva jusqu'au jeune comte. C'était la voix de la Stilla, oui, mais sa voix un peu affaiblie avec toutes ses inflexions, son charme inexprimable, ses caressantes modulations, admirable instrument de cet art merveilleux qui semblait être mort avec l'artiste. Et la Stilla répétait la plaintive mélodie qui avait bercé le rêve de Franz lorsqu'il sommeillait dans la grande salle de l'auberge de Werst. Nel giardino de mille fiori andiamo mio cuore. Ce chant pénétrait Franz jusqu'au plus profond de son âme. Il l'aspirait. Il le buvait comme une liqueur divine, tandis que la Stilla semblait l'inviter à la suivre, répétant « Andiamo, mio cuore, andiamo ». Et pourtant la porte ne s'ouvrait pas pour lui livrer passage. Ne pourrait-il donc arriver jusqu'à la Stilla, la prendre entre ses bras, l'entraîner hors du bourg? « Stilla, ma Stilla !» s'écria-t-il. Et il se jeta sur la porte qui résista à ses effets. Déjà le chant semblait s'affaiblir, la voix s'éteindre, les pas s'éloigner. Franz, agenouillé, cherchait à ébranler les haies
se déchirant les mains aux ferrures, appelait toujours la Stilla, dont la voix ne s'entendait presque plus. C'est alors qu'une effroyable pensée lui traversa l'esprit comme un éclair. « Folle !» s'écria-t-il. « Elle est folle puisqu'elle ne m'a pas reconnu, puisqu'elle n'a pas répondu. Depuis 5 ans enfermée ici, au pouvoir de cet homme. Ma pauvre Stilla, sa raison s'est égarée. » Alors il se releva, les yeux hagards, les gestes désordonnés, la tête en feu. « Moi aussi, je sens que ma raison s'égare, répétait-il. Je sens que je vais devenir fou, fou comme elle. » Il allait et venait à travers la crypte avec les bonds d'un fauve dans sa cage. « Non, répéta-t-il, non, il ne faut pas que ma tête se perde, il faut que je sorte du bourg, j'en sortirai. » Et il s'élança vers la première porte. Elle venait de se fermer sans bruit. Franz ne s'en était pas aperçu pendant qu'il écoutait la voix de la Stilla. Après avoir été emprisonné dans l'enceinte du bourg, il était maintenant emprisonné dans la crypte. Et c'est la fin du chapitre 13 du Château des Carpathes de Jules Verne. Ouh là là. Je vais vous chanter une chanson. J'avais des chansons. J'hésite. Je vais vous chanter une chanson en anglais. Excusez-moi, c'était pas prévu, mais... Ou non, à la prochaine lecture. Je vais vous chanter une chanson en français. Une chanson encore de mon enfance. Oui. Je vais essayer de pas la massacrer. Même si c'est pas une chanson extraordinaire. Un soir de pluie et de brouillard, quelques taxis passant me voir, une insomnie qui tourne en cauchemar. Je n'ai qu'une envie, rentrer pas trop tard. Mais je pouvais. Pardon, je l'ai. Je pouvais. Ah, j'ai retrouvé les paroles, je recommence, excusez-moi. Un soir de pluie et de brouillard, quelques taxis passant me voir, une insomnie qui tourne au cauchemar. Je n'ai qu'une envie, rentrer pas trop tard. De toute façon, je voulais pas sortir. Et ce soir, j'avais le blues sur le trottoir. Un genre gangster vient m'accoster, joue le mystère pour m'épater. Là sous la pluie, il veut bavarder. Ses petits ennuis me donnent la nausée. Et de toute façon, je voulais pas sortir. Et ce soir, j'avais le blues sur le trottoir. L'aube abîmée arrive enfin, grise égorgée de Parisiens. Mais moi je m'en fous, je rejoins mon décor. Il court partout, toujours et encore.
Et ce soir, je ne voulais pas sortir. Et ce soir, j'avais le blues sur le trottoir. Un soir de pluie. Catastrophe, j'ai oublié les paroles. Et j'ai tout massacré. Je l'ai massacré. C'est pas grave, ça arrive. Et en tout cas, je vous souhaite quand même une belle nuit. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine lecture. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et pour votre patience. Merci beaucoup.